Oh là, pardon, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. Alors, attendez. Du coup, j'imagine que vous voyez plus la présentation. Qu'est-ce que je dois faire pour remettre ça? Alors, je vais l'arrêter et la reprendre peut-être. Présenter maintenant. Voilà, j'espère que c'est revenu du coup. Donc, les trois premières causes, en fait, c'est des causes qui sont liées à l'approvisionnement en produits alimentaires. Donc, on peut les regrouper sous la même catégorie et dire que ce sont des crises d'offres, c'est-à-dire le problème vient de l'offre de produits alimentaires. Alors que lorsque le problème vient d'une forte baisse de la demande, d'une forte baisse des revenus, on va qualifier ça d'une crise de demande. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est dans le cas de la crise du Covid, finalement, est-ce qu'on a eu affaire à une crise d'offre? C'est-à-dire, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Est-ce que finalement la crise a été liée à l'approvisionnement en produits alimentaires ou bien est-ce qu'elle a été liée à la baisse des revenus ou bien encore est-ce qu'elle a été liée aux deux phénomènes à la fois? Alors pour illustrer ce qu'est une crise d'offres, je vais vous donner quelques éléments sur la crise qui s'est produite en 2008 sur les marchés internationaux. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'on a eu une forte augmentation des prix. Vous voyez ici le prix du maïs, du riz et du blé. Vous voyez qu'en 2008, on a eu une forte augmentation du prix de ces produits, et puis après avec une réplique en 2011-2012. Et en fait, ce qui s'est passé en 2008, c'est pas, il y a eu une très forte augmentation des prix, hein, ils ont pratiquement doublé, parfois davantage, sur les marchés internationaux. Mais au-delà de l'augmentation des prix, ce qu'on a observé, c'est vraiment de la rétention de stock. Ce que vous voyez sur cette courbe, donc ça représente le marché, le prix du riz. Donc la courbe représente le prix du riz, le prix international du riz. Et ce que vous voyez au-dessus de la courbe, c'est toutes les mesures prises par les pays exportateurs pour freiner ou bloquer leurs exportations de riz. Donc des mesures pour bloquer les exportations, c'est vraiment une mesure de rétention de stock à l'échelle d'un pays. C'est un pays qui dit, moi, je garde mes stocks et je refuse de les vendre au reste du monde. Et ce que vous voyez en dessous de la courbe, par contre, ce sont des achats paniques, donc des pays importateurs qui ont eu peur de manquer finalement de produits, de ne plus en trouver sur les marchés internationaux, et qui se sont mis à acheter de manière massive. Et ça aussi, ça a contribué du coup à générer une pénurie sur les marchés internationaux. Donc, on a eu une forte augmentation des délais d'importation, et qui donc a été provoquée à la fois par ces mesures de blocage des exportations des pays exportateurs et par les importations paniques des pays importateurs. Voilà, c'était simplement pour illustrer un peu ce qu'est une crise d'offres. Et maintenant, la question que je vais me poser, c'est la crise de la Covid-19 ou du Covid-19. Je suis assez d'accord avec les deux intervenants précédents, puisqu'on dit un virus et un coronavirus. Pourquoi féminiser cette affaire? Donc, une évidence, c'est que la crise du Covid-19 a été très clairement une crise de demande. C'est-à-dire, il y a pour l'essentiel, les problèmes alimentaires auxquels ont fait face les familles ont été liés à des baisses de revenus. Donc, ça rejoint totalement la présentation qu'a fait le professeur Sanogo tout à l'heure. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces baisses de revenus ont été très peu liées directement à l'épidémie, c'est-à-dire à la maladie, au fait que des proches, les gens qui gagnent de l'argent dans la famille, par exemple, ont été malades ou tout ça. Ça a essentiellement été lié aux mesures prises pour gérer l'épidémie. Donc les mesures de confinement, de couvre-feu, d'interdiction de certaines activités qui ont généré des baisses de revenus très fortes pour certaines familles et pour certains ménages, la fermeture des écoles qui a empêché les enfants du coup d'accéder aux cantines scolaires, donc tout un tas de phénomènes comme ça qui ont induit une diminution de l'accès à l'alimentation. Donc on voit que c'est vraiment venu très clairement du côté de la demande. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu aussi une crise d'offres en plus? Au début, en fait, de cette crise, on s'attendait à ce qu'il y ait une rupture majeure des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire à ce que cette crise devienne aussi une crise d'offres. On avait beaucoup de raisons de croire à ça, parce que toutes les mesures, à la fois la maladie, toutes les mesures de confinement, toutes les mesures de précaution, de distanciation sociale, on avait de bonnes raisons de croire que ça allait perturber la production alimentaire, la transformation,
tout le secteur de la logistique et de la distribution, à la fois le transport, les marchés, les supermarchés, etc. Et puis, on a observé des phénomènes de rétention de stock. Au début de la crise, on a différents pays qui ont bloqué leurs exportations. Par exemple, le Vietnam avait bloqué ses exportations de riz, la Russie avait bloqué ses exportations de blé. On a vu des achats paniques se produire dans différents pays. Par exemple, en France, pendant quelques jours, on a eu des pénuries dans les supermarchés d'un peu tous les produits stockables. Donc, les céréales, le riz, les pâtes, l'huile, le sucre, et les produits surgelés. Donc, on a eu une pénurie un peu de tous ces produits-là dans les supermarchés qui a duré quelques jours. Et du coup, tous ces éléments-là pouvaient donner l'impression qu'on allait avoir une rupture majeure des chaînes d'approvisionnement. Et finalement, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que les pays qui avaient commencé à réduire ou bloquer leurs exportations ont levé les mesures assez rapidement. Les consommateurs ont commencé à se rassurer et les supermarchés ont rapidement été à nouveau approvisionnés. Donc, il n'y a plus de pénurie et de rupture comme ça avait été le cas pendant quelques jours. Et donc, cette crise d'offre, finalement, ne s'est pas produite. C'est aussi confirmé si on regarde l'évolution de l'indice des prix alimentaires de la FAO. Donc, la courbe bleue représente les prix, les prix courants et la courbe orange, les prix corrigés par l'inflation. Peu importe, vous voyez que quelle que soit la courbe qu'on prend, vous voyez qu'en 2020, il n'y a pas eu d'augmentation des prix, comme ça c'était produit en 2008 ou en 2010, 2011. Et donc, vous voyez qu'on a eu plutôt une stabilité des prix en 2020, ce qui montre bien qu'on n'a pas eu de crise d'offres. Et ça, alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi, et c'est sans doute une question très compliquée de répondre à cette question, mais une partie de la réponse, c'est parce que en 2019-2020, le niveau des stocks était très élevé, notamment pour les céréales. Si on regarde les stocks mondiaux de céréales, donc ils sont exprimés en pourcentage de la consommation mondiale, et ce que vous voyez, c'est que en 2008, les stocks de céréales, donc que ce soit pour le maïs, pour le blé ou pour le riz, ils représentaient entre 20 et 25% de la consommation d'une année. Alors que en 2020, ils représentaient plutôt entre 30 et 40% de la consommation d'une année. Et ça a sans doute contribué au fait qu'il n'y ait pas de mouvement de panique, qu'il n'y ait pas de blocage des exportations et qu'on ne soit pas arrivé à une crise d'offres comme ça s'était produit en 2008. Alors, ceci dit, il faut rester quand même très prudent, c'est-à-dire qu'on observe quand même une légère augmentation des prix. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en 2008. En 2008, les prix avaient augmenté de à peu près 100%, c'est-à-dire ils avaient doublé. Alors que là, l'augmentation des prix qu'on a observée en 2020, au deuxième semestre de 2020, ici pour le blé, c'est une augmentation plutôt de 20%. Sur le maïs, on observe aussi une augmentation de 20 à 25%. Et c'est la même chose pour le riz. Donc, vous voyez qu'on observe une légère augmentation des prix, mais qui est beaucoup plus faible que celle qu'on avait observée en 2008. Et malgré tout, elle pourrait traduire, elle pourrait révéler quelques tensions sur l'offre. Et du coup, on peut quand même se demander si la crise sanitaire se poursuit longtemps, est-ce que des tensions sur l'offre alimentaire ne pourraient pas se produire aussi? Et si c'était le cas, ça serait un peu la double peine parce qu'on aurait à la fois une crise d'offre et de demande. Et dans ce cas, bien sûr, d'une certaine manière, ça double un peu l'impact de la crise. Alors, quelques mots de conclusion, les principaux éléments factuels. La crise sanitaire du Covid-19 a entraîné une crise alimentaire. Cette crise alimentaire a essentiellement été une crise de demande, c'est-à-dire une crise provoquée par la baisse des revenus, et dans le cas de l'alimentation des enfants aussi par le manque d'accès aux cantines scolaires du fait qu'on a fermé les écoles dans de nombreux pays. Et du coup, cette crise alimentaire, donc qui a été une crise de demande, a été essentiellement provoquée par les mesures prises pour gérer l'épidémie. Donc, ça a été très peu finalement les effets directs des gens qui étaient malades, mais plutôt les effets indirects des mesures qu'on a prises pour gérer l'épidémie, fermer les écoles, le confinement, le couvre-feu, interdire certaines activités, etc. Du côté de l'offre, on se dit qu'une crise de l'offre aurait pu se produire et se superposer à la crise de demande et du coup aggraver l'ampleur de la crise alimentaire. Mais jusqu'ici, ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire les systèmes alimentaires ont tenu bon. Alors on peut se demander si ce sera toujours le cas dans quelques mois, si la crise sanitaire continue à durer
cours des prochains mois ou des prochaines années. Et on peut aussi se dire que s'il n'y a pas eu de crise d'offres, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de rupture de l'approvisionnement alimentaire, c'est essentiellement du fait d'une coïncidence, enfin d'un coup de chance, qui a voulu que les stocks mondiaux étaient élevés à ce moment-là. Mais ça, c'était vraiment un pur hasard. C'est qu'il y a eu une succession de bonnes récoltes. Il n'y a aucun mécanisme qui garantit des stocks mondiaux élevés. Donc, par chance, ils étaient relativement élevés. Et ça a sans doute contribué au fait qu'on n'a pas eu une crise d'offres. Alors du coup, si on essaye d'inférer de ça des implications pour les politiques, on pourrait distinguer 3 types d'implications. La première serait de doser les mesures de gestion des crises sanitaires en prenant en compte leurs effets sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est-à-dire quand on prend la décision de fermer les écoles ou de confiner la population ou de mettre en place des couvre-feux ou d'interdire certaines activités ou certains types de déplacements au sein d'un pays, il faut se poser la question de l'efficacité de ces mesures pour gérer la crise sanitaire, mais aussi prendre en compte l'impact potentiel de ces mesures sur l'alimentation des populations, de manière à ne pas avoir des mesures disproportionnées qui finalement généreraient beaucoup plus de problèmes que de solutions. Voilà, si possible, si on prend ce type de mesures, essayer de les accompagner économiquement quand c'est possible. Alors bien sûr, ça dépend beaucoup des moyens du pays en question, par des filets de sécurité, de la protection sociale, de l'aide aux entreprises, de l'aide aux populations vulnérables. Et aussi, troisième point, se préparer au fait que les crises sanitaires peuvent provoquer une rupture de l'approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire une crise d'offres, même si ça ne s'est pas produit avec cette crise-là, la crise du Covid. C'est essentiellement par hasard parce que les niveaux des stocks étaient assez élevés. Mais il faut se dire que des crises sanitaires futures, ou d'ailleurs même peut-être la suite de la crise alimentaire en cours, pourraient conduire à des crises d'offres. Et du coup, la recommandation, c'est qu'il faut se préparer à ça en construisant des stocks, notamment pour les céréales, hein, qui sont vraiment les produits un peu les plus importants en termes de sécurité alimentaire. Alors, dans la région, il y a une initiative dans ce sens, c'est la réserve régionale de la CEDEAO. Alors, c'est vrai que la Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO, mais je ne sais pas si elle est quand même associée à cette initiative ou pas. En tout cas, ça pose la question de se préparer au fait que des crises sanitaires pourraient provoquer des ruptures de l'approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire des crises d'offres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Franck Gauthier, de votre présentation. Une présentation qui nous a éclairé sur la problématique de la crise alimentaire liée à cette pandémie de Covid-19. Et souligner que cette crise alimentaire, évidemment, dans le pays, au moment où la pandémie commençait, il y a eu une sorte de vent de panique. Il faut dire la vérité.